Et c'est donc Thomas Koster qui est avec nous à présent, à distance, pour évoquer les enjeux économiques aux États-Unis, économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Le match du deuxième trimestre du point de vue de la macro américaine semble plié. On a vu un ISM manufacturier vendredi qui avait fait plonger le modèle d'estimation immédiat du PIB américain de la Fed d'Atlanta, qui prédit désormais une contraction du PIB de plus de 2% peut-être pour le deuxième trimestre américain, après une première contraction au premier trimestre, d'ailleurs un PIB qui a été révisé en baisse pour le premier trimestre, ce qui nous donne l'idée d'une récession technique, Thomas. Si on qualifie cette récession de technique, c'est sans doute qu'il y a aussi d'autres types de récessions qui peuvent inquiéter peut-être les investisseurs et les économistes. Tout à fait. Alors une récession technique, c'est communément compris comme 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, même si en fait aux États-Unis la vraie définition d'une récession est bien plus large. Ce serait une baisse prolongée et étendue de l'activité économique, et souvent qu'on dit une baisse de l'activité économique, ça veut aussi dire une détérioration du marché de l'emploi. Donc pour l'instant, on n'a pas cette détérioration du marché de l'emploi. Comme vous l'avez dit précédemment, on est encore sur des rythmes d'emploi. Donc le mois, en tout cas au mois de mai, on était encore à 390 000 créations de postes. Donc il y avait encore une certaine vigueur du marché de l'emploi. Mais voilà, cette récession technique est quand même un coup de semonce. Je pense que ça annonce en effet des jours un peu plus tumultueux, en particulier en deuxième moitié de l'année. Et aussi potentiellement une vraie récession qui pourrait commencer fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, même si cette récession pourrait paraître modérée, je pense qu'on ne parle pas de récession type crise financière ou crise des subprimes comme en 2007-2008. Oui, on l'a bien compris, notamment avec les dernières prises de parole d'un Jérôme Powell, par exemple, la semaine dernière, à l'occasion du forum de Sintra, de la Banque Centrale Européenne. C'est pas la récession technique qui est un enjeu pour la Fed. Vous l'avez dit d'un mot, Thomas, mais le vrai baromètre, c'est quand même la détérioration du marché du travail, la remontée notamment du taux de chômage, qui est toujours attendu proche de ses plus bas historiques pour le mois de juin. On aura le rapport mensuel sur l'emploi vendredi. On voit toujours un taux de chômage autour de 3,6% aux États-Unis. Donc c'est pas à ce stade que la Fed va changer sa focale qui reste celle de l'inflation toujours. Tout à fait, mais quand même, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que la Fed, la Fed a clairement fait un pivot, on le sait depuis novembre-décembre, elle est maintenant focalisée sur l'inflation, peut-être un peu trop focalisée sur cette inflation qui, je le rappelle, est quand même beaucoup tirée par les matières premières, énergétiques et alimentaires, elle-même très liée au développement en Europe de l'Est et en Ukraine en particulier, qui sont donc des forces un peu au-delà de son contrôle, tandis que les forces inflationnistes primaires, j'ai envie de dire, qui étaient celles du stimulus budgétaire de 2020-2021, ce stimulus budgétaire, on sait qu'il est en train de s'étioler, donc en fait on est plutôt sur la fin de ce stimulus, voire même une fin bien enclenchée. Donc les forces inflationnistes devraient se calmer en termes de demande sous-jacente, même si c'est vrai que les forces inflationnistes liées aux matières premières, elles continuent. Mais voilà, la Fed est quand même à 2 doigts de faire une erreur de politique monétaire. En étant quoi ? Trop agressive à ce stade encore, Thomas ? Peut-être en guidant le marché vers un chemin trop agressif, étant donné les risques qui pèsent sur la croissance. Je le rappelle, il y a eu quand même un resserrement très significatif des conditions de crédit aux États-Unis et des marchés financiers. Donc en fait, on a un resserrement qui est très fort. Mais si vous regardez le taux, rien que pour vous donner un exemple, le taux 30 ans, le taux standard hypothécaire aux États-Unis, on est passé, on était à 3, on passe à 6. Je veux dire, en quelques mois, c'est extrêmement violent. Le marché de la dette à haut rendement, c'est extrêmement tendu. Il y a très peu d'émissions maintenant. Donc il y a un vrai resserrement sur les conditions financières et qui maintenant touche la psychologie collective aux États-Unis. Donc on voit le sentiment des entreprises qui flanchent. Bref, il y a quand même le risque d'aller dans une spirale récessive. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il fallait vraiment aller en récession pour faire calmer cette inflation? C'est ça la vraie question, parce que l'atterrissage en douceur, là, il risque d'être un peu plus brutal que prévu. Donc je pense qu'en effet, la Fed aurait pu peut-être un peu moduler son discours
Et en tout cas, voilà. Alors voilà, tout n'est pas encore fait. Des choses peuvent encore arriver, même si la Fed a l'air d'être encore bille en tête pour un resserrement massif lors de sa réunion du mois de juillet. Ben oui, mais c'est la question. Qu'est-ce qu'on peut attendre désormais de la Réserve fédérale américaine ? Qu'est-ce qui guide ses choix en matière de politique monétaire ? Mois après mois, les réunions ont lieu toutes les 6 semaines, effectivement, avec à chaque fois un nouveau set de données économiques. En mai... Jérôme Powell essaie de donner le maximum de visibilité possible au marché, aux investisseurs, en signalant des hausses, un chemin de hausse de 50 points de base pour au moins 3 meetings. Donc, celui du mois de juin avec une parole qui a été trahie. Demain, celui du mois de juillet, puisque au mois de juin, finalement, la surprise a été d'avoir une hausse de 75 points de base, qui a été une surprise organisée comme ça, un peu en dernière minute. Est-ce que ça valait le coup, Thomas ? Oui, la fonction de réaction de la Fed, donc la fonction de réaction, donc il y a les données économiques, mais comment aussi on interprète ces données économiques. Et on se rend compte que cette fonction de réaction, elle est de plus en plus politique, de plus en plus psychologique et finalement assez peu scientifique, voire même assez peu macroéconomique. On a Jérôme Powell qui brise tous les tabous en surréagissant par rapport à un chiffre, à 2 chiffres, le chiffre de l'inflation totale, y compris matières premières, alors que auparavant, la Fed regardait plutôt l'inflation sous-jacente, puisque l'inflation sous-jacente, c'est elle qui reflète la demande dans l'économie. Et on a aussi, elle s'arc-boute sur ce chiffre de l'enquête des consommateurs, l'enquête Michigan. D'ailleurs, un chiffre préliminaire qui a été ensuite révisé à 75 points de base. Donc en fait, on se rend compte que voilà, la Fed s'accroche à quelques chiffres épisodiques par-ci par-là, change de focus très fréquemment, et je vous avoue, on est un peu tous perdus parce qu'on ne sait pas quoi mettre dans l'équation. Donc voilà, la Fed nous dit c'est soit 75 points de base, soit 50 points de base au mois de juillet. À cause du fait que dans les marchés, on commence à avoir un peu plus de focus sur la croissance, je pense que la Fed va à un moment aussi. Moi, je pense qu'on pourrait un peu baisser vers 50 points de base, mais c'est pas encore sûr. Et en effet, les minutes de la Fed cette semaine pourraient nous donner un peu plus de détails. Est-ce que la Fed reste arc-boutée sur l'inflation et l'inflation totale, ou est-ce qu'on on ouvre un peu plus les portes par rapport au contexte macroéconomique ? Parce que je le rappelle, si on va en récession, l'inflation, ça risque ça peut baisser très rapidement. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas un petit sujet, cette question de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine. La voix dissidente du dernier meeting, c'est quand même intéressant de le noter, c'est Esther Georges, qui est je parle sous votre contrôle, Thomas, mais qui est une orthodoxe pure et dure, traditionnelle de la Réserve fédérale américaine, qui est dans le camp hawkish, comme on dit, qui, elle, aurait préféré que la Fed respecte la parole donnée, c'est-à-dire agisse 50 points de base par 50 points de base, plutôt que défaire cette parole en dernière minute pour prendre un risque qu'elle ne jugeait pas utile, peut-être, sur le long terme. Tout à fait. C'est vrai que en général, les banquiers centraux sont là pour être justement la force de sérénité quelque part par rapport au marché financier. Et on a l'impression que il y a une réaction de fonction beaucoup plus épidermique à la Réserve fédérale. Et puis comme je l'ai dit, on a du mal à faire passer une fonction de réaction, une équation dans toutes ces données économiques. Et puis l'équation change toutes les 6 semaines, de meeting en meeting. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Je rappelle que on a... Moi, j'ai rarement vu la Fed monter les taux quand l'indicateur ISM des nouveaux ordres d'achat est en dessous de 50, c'est-à-dire en contraction. Moi, de mémoire, je me souviens pas. Donc on est quand même en ISM en contraction. Ça voudrait dire que la Fed baisse les taux en général. Moi, dans ma réaction normale. Et là, on va potentiellement sur une hausse de 75 points de base. Non, mais vu les prévisions économiques que vous faites, Thomas, les baisses de taux, on commence à les intégrer pour 2023. C'est ça l'histoire de 2023. C'est que 2023 va être compliqué. Alors je rappelle juste au niveau économique, qu'est-ce qui se passe ? Alors on a quand même donc au top-down, on a ce stimulus budgétaire qui finalement, on n'en a plus aux États-Unis, c'est fini. Et en plus de ça, on a un resserrement monétaire et surtout un resserrement des conditions financières qui est encore plus massif que le resserrement monétaire. Donc il y a vraiment 2 effets contraires très importants et qui évidemment secouent l'économie américaine. Donc on le voit manifester donc dans l'immobilier résidentiel, ça c'était le premier secteur à souffrir et ça va continuer certainement à souffrir. Il y a aussi une question des stocks des entreprises. Les entreprises se rendent compte qu'elles avaient trop de stocks, que la demande n'est pas forcément au rendez-vous. Et troisième point, et là, il faudra surveiller dans les prochains mois, c'est tout ce qui est investissement des entreprises qui pourrait aussi commencer à souffrir. Et en général, la dernière roue du carrosse, c'est l'emploi.
C'est un indicateur plutôt retardé du cycle économique, et donc là, il faudra surveiller si l'emploi vacille ou pas, parce que l'emploi, quelque part, soutient la consommation. Pour l'instant, la consommation, alors on voit, c'est un peu plus fragile qu'il y a quelques mois, mais il y a quand même une certaine résilience de la consommation aux États-Unis, mais il ne faudrait pas que l'emploi commence à tourner. Oui, l'emploi maximum, qui fait partie aussi du mandat de la Réserve fédérale américaine, pour l'instant tourné vers l'inflation, mais la question de l'emploi sera peut-être une question pour les prochains mois. Rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de juin aux États-Unis à suivre ce vendredi, puis on aura l'enquête également Jolts, des ouvertures de postes pour le mois passé. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous par téléphone dans cette émission, économiste en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure complète d'émission en direct.